Vous souvenez-vous de ce logiciel? Lui, c'est uTorrent, et dans les années 2000, ce petit logiciel est une véritable révolution sur Internet. Plus particulièrement, une révolution pour le téléchargement de fichiers. En 2004, le protocole sur lequel repose uTorrent, appelé BitTorrent, représente 35% de tout le trafic Internet. En 2009, uTorrent, c'est 52 millions d'utilisateurs uniques par mois, soit le double de l'année précédente. Dans sa catégorie, le petit logiciel vert est l'un des plus populaires au monde. Mais mieux encore, c'est une sorte d'icône culturelle, un checkpoint d'Internet, un logiciel respecté et apprécié des utilisateurs. Pourtant, depuis 10 ans, uTorrent a perdu toute l'aura qui l'entourait. Malgré des chiffres encore solides, l'application est devenue détestée des utilisateurs. Et le protocole sur lequel repose uTorrent a lui aussi complètement perdu de sa superbe. Difficile d'obtenir des chiffres précis, mais on estime qu'il ne représente plus que quelques pourcents du trafic d'Internet aujourd'hui, et encore difficilement. Mais alors, que s'est-il passé? Dans cette vidéo, je vous propose qu'on revienne sur l'histoire extrêmement tourmentée de uTorrent. Comment un logiciel qui a quelque part révolutionné Internet a-t-il échoué à devenir le géant qu'il voulait être? Pire, comment a-t-il sali sa propre réputation? C'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Mais avant ça, vous le savez, on en parle sur cette chaîne, je suis avant tout une passionnée d'entrepreneuriat. Et il y a une qualité que je retrouve chez tous les entrepreneurs que je rencontre et qui me paraît cruciale pour réussir, c'est la rapidité d'exécution. Vous avez une idée, tac, le lendemain vous avez une maquette. Le problème, c'est que parfois, il y a des compétences techniques qu'on n'a juste pas, notamment pour la création de sites internet. Mais pour pallier ce problème, Hostinger, le partenaire de cette vidéo, a la solution parfaite. Grâce à eux, vous pouvez créer un site internet ou une application web juste en donnant des indications à une intelligence artificielle qui concrétise votre idée en quelques minutes. Vous voulez vendre des ukulélés personnalisés? Vous choisissez entre Horizon et créateur de site. Nous, on prend la deuxième option. Hop, vous parlez un petit peu avec l'IA et ça vous génère un site. À partir de cette base, vous pouvez le personnaliser autant que vous souhaitez, avec des prompts ou avec l'éditeur, pour que ça ressemble exactement à ce que vous aviez dans la tête. Tout ça, c'est faisable grâce au plan Growth plus AI, et ce plan ne s'arrête pas là, puisqu'il vous fournit aussi un nom de domaine gratuit pendant 1 an, un email professionnel, et le support est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous avez des questions. Quel que soit le projet que vous vouliez lancer, je vous envoie beaucoup de force, et Hostinger aussi, puisqu'en utilisant le code LOVI, vous aurez 10% de réduction sur votre abonnement. Pour accéder à tout ça, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien en description. Merci beaucoup à Hostinger, plein de force pour vos projets, et bonne vidéo. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. Nous sommes en 1999 et David Bowie n'a probablement pas encore conscience d'à quel point il a raison. Pourtant, cette année-là, une chose s'apprête à changer toute une industrie. Napster. The way we purchase and listen to music has changed significantly over the years. Un petit logiciel qui permet à n'importe qui de télécharger autant de morceaux de musique qu'il le souhaite. Si Napster a de grosses conséquences sur l'industrie musicale enregistrée et marque symboliquement le début de son agonie, le service a une autre particularité cruciale. C'est le premier logiciel pair à pair qui rencontre un tel succès grand public. Et oui, ça a son importance. En gros, sur un logiciel traditionnel, les données, par exemple des musiques, sont stockées sur un serveur appartenant à une entreprise, serveur auquel l'utilisateur doit se connecter pour accéder ou télécharger le contenu. Sur Napster, c'est différent. Il y a bien un serveur central Napster, mais celui-ci sert juste d'annuaire pour répertorier les musiques qui, elles, se trouvent sur les ordinateurs de tous les utilisateurs. C'est le système pair à pair. Et si ça existe depuis le tout début d'Internet, c'est la première fois que ça prend cette ampleur. Des dizaines de millions de personnes à travers le monde s'inscrivent et échangent des musiques. Cette technologie en elle-même n'est pas illégale. Le problème, c'est la nature du contenu qui est partagé, puisque celui-ci est soumis au droit d'auteur. Et c'est ça qui n'est pas légal, c'est le partage de ce contenu spécifiquement. Vous connaissez la suite de l'histoire de Napster. Les maisons de disques ne sont pas fans de l'idée, elles attaquent Napster en justice et font tomber le logiciel. Sauf qu'en réalité, c'est trop tard. Napster a ouvert une porte qui n'est pas prête de se refermer. Dans les mois à venir, des plateformes totalement décentralisées tentent de reprendre le flambeau de Napster et de nombreuses et plus larges communautés pair à pair se forment. Mais c'est en 2001
que tout va changer. Échanger de la musique, c'est relativement facile grâce au MP3. Un MP3, c'est un fichier léger. Mais un film de 2h40, un jeu vidéo ou un logiciel, c'est plus lourd, et donc infiniment plus long et plus compliqué. D'autant que la vitesse des connexions internet de l'époque n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. C'est un problème qui préoccupe de nombreux développeurs à l'époque. Mais il y a un homme qui va trouver une solution, c'est Bram Cohen. Bram invente un protocole pair à pair précis, BitTorrent. En gros, le protocole BitTorrent permet de découper un fichier en plein de petits morceaux. Pour télécharger ce fichier, on télécharge un .torrent, un fichier très léger qui ensuite permet d'accéder au contenu original. Chaque personne qui télécharge le fichier partage en même temps les morceaux qu'elle a déjà reçus, donc plus il y a de personnes qui partagent le fichier, plus le téléchargement est rapide. Le problème est réglé. À présent, peu importe la taille du fichier, tout peut s'échanger sur Internet. Mais vous le savez, un problème en cause toujours un autre. Et là, le nouveau problème en question, c'est que les logiciels qui utilisent le protocole BitTorrent perturbent le fonctionnement global des ordinateurs. En gros, déjà, ils sont lourds à télécharger, mais en plus, ils consomment énormément de ressources et durant le téléchargement, ils ralentissent le système. Et petite cerise sur le gâteau, ils ne sont pas stable. Donc vous pouvez passer 24 heures à tenter péniblement de télécharger Jurassic Park, et au dernier moment, le logiciel plante. No, God, please, no! Bref, en gros, le protocole BitTorrent révolutionne le partage de fichiers volumineux, rend Internet encore plus excitant pour celles et ceux qui savent s'en servir, mais ça peut être frustrant. Très frustrant. C'est loin d'être optimal. Mais un homme va trouver la solution. Ludwig Strigus est un développeur suédois qui est bien conscient du problème actuel que posent les logiciels utilisant le protocole BitTorrent. Le problème, c'est que lui, il a un travail. Ce n'est donc pas forcément sa priorité dans la vie. Cependant, pendant son temps libre, il code un petit logiciel reprenant le protocole BitTorrent. Il laisse le projet de côté pendant 1 an, puis, en septembre 2005, il finit par sortir son side project, uTorrent. Et là, c'est une révolution. L'exécutable ne pèse que quelques kilo-octets, ce qui est minuscule, mais surtout, il utilise très peu de ressources, ne ralentit pas l'ordinateur et reste stable. En gros, il fait tout en mieux. Et forcément, ça va exploser. Non seulement le nombre d'utilisateurs ne cesse de croître dans les années à venir, se comptant en dizaines de millions, mais en plus, les critiques à l'égard de ce logiciel sont extrêmement favorables. Mais il ne faudra même pas attendre tout ça pour que uTorrent attire l'attention de plus gros poissons dans la mare. Et le premier acteur à s'intéresser au logiciel, à peine 1 an plus tard, en 2006, c'est Spotify. Spotify, lancé seulement en avril 2006, s'approche dès décembre de Ludwig. On n'a pas de preuve tangible que Spotify a racheté uTorrent, on n'a pas de preuve d'achat officiel, mais plusieurs sources parlent d'une collaboration, voire d'un transfert de propriété. Et surtout, Daniel Ek, le cofondateur de Spotify, recrute Ludwig en 2006. Aux dernières nouvelles d'ailleurs, il fait toujours partie de l'équipe Spotify aujourd'hui. Cependant, l'union potentielle uTorrent-Spotify ne dure pas longtemps. À peine 1 an après, une autre société achète officiellement uTorrent, BitTorrent Inc. Et si elle porte le nom du protocole de base, ce n'est pas un hasard. BitTorrent Inc. est la société fondée par Bram Cohen, qui, de son côté, avait aussi développé un logiciel qui reposait sur le protocole BitTorrent. Logiciel qui s'appelle aussi BitTorrent. En gros, un mot a 3 significations. C'est un enfer. Ce rachat paraît cohérent, voire extrêmement logique. Après tout, uTorrent est juste une sorte de meilleure version de BitTorrent. Sauf qu'en réalité, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. À cette époque, BitTorrent, l'entreprise, n'est pas dans une position idéale. Le protocole BitTorrent s'est répandu comme une traînée de poudre sur Internet, il est utilisé par des millions de personnes, sauf que aucune entreprise, y compris uTorrent ou BitTorrent, n'a réellement réussi à en faire quelque chose de rentable. En gros, c'est une technologie qui plaît énormément, mais que personne n'arrive vraiment à monétiser. Et une première explication se trouve dans le fondement même de la technologie. Tout ce qui fait la force du protocole BitTorrent rend très difficile la captation de valeur par une seule entreprise. Sauf que pour survivre,
il faut gagner de l'argent. À partir du rachat, le code de uTorrent et celui du logiciel BitTorrent se mutualisent. Ça reste deux entités séparées, deux logiciels à part, mais en gros, ils font la même chose. La mission devient, pour la société BitTorrent et ses investisseurs, de rendre tout ce petit monde rentable, et mieux encore, de faire de l'entreprise un géant d'Internet. Et ils vont galérer. De 2007 à 2015, ils vont ramer. Le business model qui semble être le plus facile à mettre en place, c'est celui de la publicité. Vous monétisez le trafic et ça offre à des annonceurs une immense visibilité. Le problème, c'est que la réputation des deux logiciels est assez mauvaise dans le cadre professionnel. Si le logiciel en lui-même est légal, il est connu de tous que la principale utilisation est, elle, illégale. Forcément, les annonceurs ne sont pas fans à l'idée d'associer leur image à celle d'une pratique pas légale. Donc, BitTorrent teste plein de choses, dont certaines sont mal reçues par les utilisateurs. Mais ça reste la pub, principalement sur uTorrent, qui les sauve. En 2011, il lance également une version payante et pro de uTorrent avec un abonnement à l'année. Ces deux modèles permettent de garder la tête hors de l'eau, mais en interne, tout se passe mal. Les vagues de licenciements s'enchaînent, les investisseurs perdent patience et surtout, personne n'est d'accord sur la vision de l'entreprise. Certains veulent faire de la boîte une entreprise technique qui fait des produits tech, pendant que d'autres veulent en faire une entreprise de divertissement et conclure des accords avec entre autres le monde du cinéma. Sauf qu'en attendant, ça n'avance pas. On arrive en 2015, l'entreprise vient de licencier un tiers de ses 150 employés et vient de perdre un de ses plus gros investisseurs. BitTorrent, l'entreprise, et uTorrent, par ricochet, sont dans une situation extrêmement délicate. Et cette année-là, 2015, sera une année charnière pour l'entreprise. En recherche désespérée de business model, en 2015, l'entreprise prend une décision concernant uTorrent. À présent, à chaque nouveau téléchargement de uTorrent, un programme s'installe aussi en arrière-plan, nommé EpicScale. Immédiatement, des utilisateurs remarquent l'augmentation de la charge du processeur, y compris lorsque l'ordinateur est inactif, et tout ça semble imputable à EpicScale. Mais alors, que fait ce programme ? Eh bien, visiblement, il permet, entre autres, de miner de la crypto en utilisant la puissance des ordinateurs de chaque utilisateur qui installe uTorrent. Tout ça sans aucun consentement demandé explicitement aux utilisateurs, en tout cas selon les utilisateurs. BitTorrent, the uTorrent that I use on my PC, has been mining bitcoins using something called EpicScale. Et il n'en faut pas plus pour qu'un scandale explose autour de cette pratique. Au bout d'un mois, EpicScale est retiré. Le problème, c'est que les dégâts sur la réputation de uTorrent sont déjà causés. En un mois, il est passé d'un logiciel vu comme fiable à une arnaque. C'est le clou dans le cercueil d'une boîte qui n'avait pas besoin de ça. Mais heureusement, en automne, un nouveau groupe d'investisseurs, DJS, propose de reprendre la barque BitTorrent avec l'idée d'en faire un paquebot. Eux sont sûrs d'une chose, et tranchent enfin. BitTorrent, l'entreprise, peut devenir un géant du divertissement. Ils attirent une centaine de millions de personnes par mois. C'est énorme. Il existe forcément un moyen d'en faire quelque chose et de faire une énorme entreprise avec ça. Leur plan est simple. Si les gens détournent l'utilisation de base du logiciel pour, par exemple, se procurer des films, alors le logiciel est une source de trafic super intéressante pour les gens qui font des films. Leur idée, c'est de devenir une sorte de distributeur, une sorte de Netflix. Et pour atteindre cet objectif, ils ne vont pas y aller de main morte. DJS met les moyens. Ils lancent le Discovery Fund, permettant jusqu'à 100 000 $ de subvention à 25 artistes prometteurs. Ils payent de la pub partout. Ils contactent le producteur de X-Men, avec qui ils discutent, et ils lui proposent de diffuser son prochain projet via leur logiciel. Ils embauchent à tour de bras, augmentant de 26% leur effectif. Ça ne marche pas. En quelques mois, l'entreprise a cramé un tiers de sa trésorerie. La mission est un échec. BitTorrent licencie à nouveau un grand nombre d'employés, licencie ses co-PDG et envoie un email aux gagnants du Discovery Fund en annonçant que la société ne pourra pas tenir ses engagements. Malgré sa réputation exécrable, uTorrent continue de générer de l'argent via les publicités et via la version payante, et BitTorrent, l'entreprise, est plus faible que jamais. En 2018, la société BitTorrent se renomme Rainberry.
Puis plus tard dans l'année, elle est rachetée par une start-up dans la crypto qui s'appelle Tron. Tron, c'est une grosse entreprise bien implantée dans la crypto qui a créé sa propre blockchain et sa crypto-monnaie Tronix pour permettre des transactions rapides et pas chères et héberger des applications décentralisées. Ce n'est pas étonnant que ce genre de boîte s'intéresse à BitTorrent. Si le protocole aujourd'hui n'est plus ce qu'il était à l'époque, le grand système auquel il appartient, le pair à pair, lui est toujours très présent sur internet. Et c'est entre autres grâce à lui que les crypto-monnaies et la blockchain ont vu le jour. L'entreprise a justement créé une crypto-monnaie propre à BitTorrent et ils se sont fait épingler par la SEC, l'organisme américain de contrôle des marchés financiers, pour, je cite, « l'offre et la vente non enregistrée de titres crypto, la manipulation frauduleuse du marché secondaire des titres crypto et l'organisation d'un stratagème visant à payer des célébrités pour qu'elles vendent illégalement des cryptos. » Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais personnellement, je ne mettrai pas mon argent sur BTT. Aux dernières nouvelles, le procès est en pause pendant que les parties prenantes cherchent un accord. Aujourd'hui, uTorrent, le logiciel, existe encore, il est encore mis à jour, et il est même toujours largement numéro 1 sur le marché du protocole BitTorrent. BitTorrent, le logiciel, lui, existe encore également, mais il est loin derrière uTorrent. D'un point de vue logiciel, on ne peut pas dire que c'est un échec, même aujourd'hui. Par contre, d'un point de vue entrepreneurial, ça ressemble fortement à un échec. Le logiciel gagne de l'argent, certes, mais pas assez aux yeux des investisseurs qui voyaient en l'entreprise l'un des prochains géants d'Internet. Mais ils n'ont juste jamais trouvé comment le faire. Mais il y a un éléphant dans la pièce. Non, pas littéralement. Au-delà de l'esprit même du pair à pair qui rend difficile la monétisation, des mauvaises décisions de l'entreprise, du manque de vision, du manque de leader, des tensions en interne, il y a un élément central qui fait que BitTorrent n'est pas devenu l'immense entreprise espérée. C'est que ce logiciel est construit sur une faille. uTorrent et le protocole BitTorrent sont des technologies légales. Cependant, soyons honnêtes, le grand public en a détourné l'utilisation principale. Ce n'est pas du tout utilisé que pour ça. Les universités utilisent le protocole pour partager de lourds ensembles de fichiers à un grand nombre de chercheurs. Des entreprises dans le jeu vidéo distribuent gratuitement leurs jeux grâce à ça. Mais majoritairement, c'est pas pour ça que le logiciel est utilisé à cette ampleur. Le protocole BitTorrent a simplement mis en lumière une faille qui existait sur l'internet de l'époque. Accéder à des films illégalement sur internet était plus difficile que de se les procurer légalement. Sauf que cette faille, elle n'était pas tenable dans le temps, et elle affectait énormément les industries créatives. Par conséquent, elle a été corrigée. À partir des années 2010, les plateformes de streaming émergent comme des alternatives légales, pas trop chères et beaucoup plus simples que le téléchargement illégal. Les industries ont besoin d'argent et seules les alternatives qui leur en apportent et en gagnent s'en sortent. BitTorrent n'est pas dans cette catégorie. Pendant des années, ce modèle de plateforme de streaming se propage, devenant la norme. Netflix cumule des centaines de millions d'abonnés payants et a même de la concurrence qui, elle aussi, cumule des centaines de millions d'abonnés payants. Le marché se régule et il est plus aisé pour une grande partie de la population de payer plutôt que de passer par d'obscures solutions impliquant des points torrents. Donc en réalité, au-delà de tous les facteurs cités précédemment, BitTorrent en tant qu'entreprise n'aurait probablement jamais pu devenir l'immense entreprise que les investisseurs espéraient, puisque le marché s'est régulé avec une alternative raisonnable pour tout le monde. Sauf que nous sommes aujourd'hui en 2025, soit à peu près 10 ans après tout ça. C'est pas exact en termes de date, mais on va prendre la date où Netflix est arrivé en France. Même si à l'époque Netflix marchait déjà très bien à l'étranger. 10 ans plus tard, on peut faire un bilan. Jusqu'ici, ça se passait super bien. Le téléchargement illégal de fichiers a drastiquement baissé, l'offre légale est adoptée en masse, mais il commence à y avoir aujourd'hui quelques petits signes de faiblesse dans le modèle. The streaming giant announced just yesterday it lost nearly 1 million subscribers in the last quarter. Netflix is losing more of its long-term subscribers. Netflix, the company's stock price lost more than a third of its value in a single day of trading. That's because Netflix said it lost subscribers for the first time in more than a decade. Ce n'est pas qu'une question de prix. En effet, le prix des abonnements a augmenté. Mais surtout, le service commence à ne plus répondre à ses promesses initiales. L'offre du streaming s'est drastiquement fragmentée. De gros programmes se retrouvent maintenant sur plusieurs plateformes concurrentes. Des plans avec de la publicité apparaissent. Pire, certaines séries ou certains films ne se retrouvent juste plus sur les plateformes de streaming. Bref, le service offert par les plateformes de streaming se dégrade. Et puisqu'il se dégrade, on assiste à un retour
du piratage. Alors en réalité c'est plus nuancé que ça. Netflix est profitable et récupère puis dépasse le nombre d'abonnés qu'ils perdent à chaque fois. Cependant, dans certaines régions du monde, de nouveau, le téléchargement de contenu par des moyens illégaux redevient une alternative pour un public plus large que ceux qui n'avaient jamais arrêté de pirater. La vie ne serait-elle pas un peu cyclique? Ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps savent que c'était ma phrase favorite dans les premières vidéos de la chaîne. Pour l'instant, c'est une tendance partielle, il ne faut pas exagérer. Mais il n'est pas dit qu'on ne replonge pas dans une ère où de nouveau, il devient plus facile de se procurer du contenu illégalement plutôt qu'en passant par des alternatives payantes. Et si tel est le cas, il faudra que les marchés trouvent de nouveaux moyens de rendre les utilisateurs satisfaits. L'équilibre est fragile, ce n'est la faute de personne. Et au contraire, ça permet même de trouver des nouvelles manières d'avancer à chaque fois. Sauf qu'en attendant, on assiste peut-être en ce moment même au début de l'échec de l'industrie du streaming. Et qui sait, peut-être que le piratage, avec entre autres les points torrents, deviendront de nouveau une alternative plus que grand public. L'avenir nous le dira.